Oui, compte tenu de cet élément prudentiel, je reste assez surpris parce que je lis dans les rapports d'ONG sur le financement vers des énergies fossiles. Ça me paraît vraiment ce qui est le plus risqué. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les banques font ça. Et très rapidement aussi, je me pose un peu la question entre manque de développement de l'économie réelle et manque de financement de l'économie réelle. Est-ce qu'on est là un peu dans une histoire de poulet d'œuf? Est-ce que c'est la faute de la finance ou est-ce que c'est la faute de l'économie réelle? Sur la première question, je propose qu'on la réserve pour la table ronde suivante qui portera notamment sur le financement de la transition écologique. Je voudrais dire un mot au sujet de l'idée d'un pôle public financier. Bien sûr qu'on pourrait interroger l'euro, s'apercevoir que l'euro est une machine à creuser les inégalités, à faire de la redistribution de revenus qui fonctionne à l'envers, de tous vers les plus riches, un UE et hors UE. Mais en attendant de pouvoir changer cela, il me semble qu'il y a des propositions intermédiaires, comme se servir des dispositions actuelles sans les contester. Par exemple, créer une banque publique qui rétablirait un bien public porté disparu qui s'appelle la sécurité des encaisses des ménages et des entreprises. Puisque maintenant, nos petites économies, elles sont totalement insérées dans la finance casino. Donc il existe un collectif qui a milité pour un pôle public financier. Moscovici, je crois, s'est empressé d'enterrer l'idée en faisant une banque publique d'investissement. Notre objet tout à fait respectable, mais qui n'est pas celui-là. Donc en gros, je délire là, mais je suis en présence de gens qui sauront rectifier et comprendre. Si on prenait les débris du crédit immobilier, la caisse d'épargne, le crédit coopératif, la NEF peut-être, et qu'on en fasse un pôle public financier, je me dépêcherais d'y mettre mes petites économies, parce qu'elles seraient beaucoup plus en sécurité que là où elles se trouvent en ce moment. Et voilà ma question. Pourquoi on ne fait pas ça? Très brièvement, oui. Première question, est-ce que finalement ce sont les banques ou est-ce que c'est l'économie les responsables de la situation actuelle, du fait que l'économie est mal financée? Si vous discutez avec des directeurs financiers de grandes multinationales aujourd'hui, ils vous diront qu'ils n'ont aucun problème d'approvisionnement en crédit. Ils croulent sous les propositions des banques. Voilà. Donc, je crois que ce n'est pas un problème d'offre de crédit. D'ailleurs, les ratios réglementaires aujourd'hui sont encore très en dessous. On a beaucoup remonté. Vous savez, on a augmenté les fonds propres des banques de l'ordre de 40% depuis la crise. Mais les ratios réglementaires sont encore très inférieurs à ceux qui existaient il y a 15 ou 20 ans. Donc, je pense que c'est un problème de demande aussi. C'est le fait que l'économie en Europe ne va pas bien. Donc ça joue beaucoup. Sinon, sur la banque publique, moi j'aurais bon, effectivement, tout ce qui est public fait frémir dans le contexte actuel, notamment les autorités de Bruxelles. Il y a une chose qui pourrait être faite et qui rejoint ce que je vous disais, c'est pas une obsession, ce que je vous disais sur le comité de Bâle, mais il y a une initiative qui pourrait être prise et c'est un tout petit peu ce que fait le plan Juncker actuellement, mais d'une manière extrêmement minime. Le plan Juncker, on avait évoqué un plan de 300 milliards. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a 21 milliards qui sont débloqués. Et ces 21 milliards qui sont débloqués, ça ne se fait pas sous forme de trésorerie, mais sous forme de garantie. Garantie de la Commission et garantie de la BEI, la Banque européenne d'investissement. 21 milliards, pas grand-chose à côté des 300 milliards. Mais on dit que ça sera un effet de levier, c'est-à-dire qu'avec ces 21 milliards de garantie, on va pouvoir débloquer beaucoup de projets qui approcheront peut-être 300 milliards. On verra bien. Mais il y a une astuce qui rentre dans ce que fait le comité de Bâle et qui pourrait être utilisé par les pouvoirs publics, par le secteur public, c'est de dire, le gouvernement, l'État pourrait dire, eh bien on va consacrer une enveloppe de 5 milliards
sous forme de garantie et non pas de sortie de trésorerie. Donc c'est pas comptabilisé, quand c'est des garanties, c'est pas comptabilisé dans la dette publique. Vous savez, c'est comme les prêts dans le cadre du sauvetage de la Grèce, tout ça, c'est pas comptabilisé dans la dette publique. Parce que on fait intervenir des garanties. Eh bien, vous pourriez avoir une enveloppe de 4-5 milliards qui serait débloquée par les autorités publiques pour aider des programmes d'investissement dans le secteur, pourquoi pas de la transition climatique, ou bien dans le secteur des PME, etc. Ce serait un moyen, effectivement, d'encourager peut-être l'investissement, plutôt qu'une banque publique. Voilà, parce que là, les choses sont tellement longues à se mettre en route, et puis, vous savez, vous avez être beau banquier public. Si vous ne voulez pas faire les 5 colonnes à une 5 ans après, vous avez intérêt quand même à faire attention à ce que vous faites. Mais des garanties, c'est un moyen de réduire les contraintes réglementaires pour les banques. Est-ce que vous rejoignez la réponse sur l'économie réelle et son manque de dynamisme? Moi, j'aimerais bien faire le lien quand même entre le manque actuel de dynamisme de l'économie réelle et les excès de la finance. On a aujourd'hui une véritable hypertrophie du secteur bancaire et financier. D'accord ? Les chiffres qu'on vous a donnés sur les bilans bancaires témoignent en fait du poids énorme de ces établissements bancaires et plus généralement du poids énorme des secteurs bancaires. Si vous prenez également les grandeurs relatives au marché de capitaux, on arrive, si vous voulez, à des ordres de grandeur qui sont énormissimes. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à une véritable déconnexion entre la sphère financière et la sphère réelle. Et je crois que la bonne façon de se représenter les choses, c'est de voir, si vous voulez, l'effet aspirateur de la finance. C'est-à-dire que la finance a littéralement aspiré des ressources financières qui ne sont pas allées s'investir dans l'économie réelle, mais qui tournent en boucle dans la sphère financière, et a également été un véritable aspirateur de talents. Encore aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai depuis la crise, si vous voulez, mais les diplômés des plus grandes universités, des plus grandes écoles, voulaient aller travailler où ? Dans le secteur financier. Pourquoi ? Parce qu'ils y étaient mieux rémunérés. D'accord ? Et pourquoi est-ce qu'ils y étaient mieux rémunérés ? Parce que le secteur financier exploitait sa rente et continue continue encore assez largement de le faire. Donc finalement, si vous voulez, le fait que la finance se soit ainsi hyper développée au détriment de l'économie réelle, ça explique en bonne part le manque de dynamisme de l'économie réelle aujourd'hui, la paralysie de l'investissement, la paralysie de l'investissement productif, et le fait que, effectivement, tout un ensemble d'entreprises n'est plus de projets d'investissement porteurs à financer. C'est ça qu'il faut arriver à relancer dans l'économie, ce moteur de l'investissement productif. Merci beaucoup Isabelle et Jean-Michel, c'était très clair. Alors financer des projets porteurs et des projets d'avenir, c'est le sujet de la 3e table ronde.